personne. Ah, alors, je vais vous demander, alors on va commencer par les instructions pour que, voilà, que la visio se fasse pour le mieux. On va vous demander, s'il vous plaît, pour le moment, de couper votre micro. Et puis vous pourrez vous la rallumer, bien sûr, si vous souhaitez intervenir au moment des questions-réponses. Voilà. Hop, je crois qu'on est quasiment au complet. Donc, on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous d'être connectés aujourd'hui. C'est cet après-midi, du coup, le 3e et le dernier atelier de la semaine du e-commerce alimentaire. Alors, beaucoup d'entre vous étaient déjà là hier sur les 2 premiers ateliers, mais bienvenue également aux nouveaux arrivants. Les recommandations, je les ai faites. Nous enregistrons cette session qui sera disponible du coup en replay. Si vous souhaitez poser des questions, et c'est vraiment, on veut que cet atelier soit le plus interactif possible, donc surtout lâchez-vous sur le chat de Teams, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, sachant qu'on a pris en compte les questions que vous avez posées au moment de votre inscription, et elles seront traitées en grande partie au moment de la table ronde. Voilà, on voulait vous rassurer d'un premier abord là-dessus, et puis ensuite on aura un temps de questions ouvert à l'issue de la table ronde. Donc là, très, très rapidement, parce que beaucoup d'entre vous étaient déjà là hier, mais pour rappel, cette semaine du e-commerce alimentaire est organisée par le département des marchés agricoles et agroalimentaires d'ADOC. Notre mission, du coup, est de vous accompagner dans votre développement sur les marchés en France et à l'export. Ça passe aussi bien par des salons, des actions de promotion autour de la marque Sud de France, que par ce genre d'actions, des actions qu'on appelle de structuration, qui doivent en fait vous aider à envisager des marchés, et vous donner des clés pour les conquérir. Donc, c'est vraiment dans ce levier appui technique, sensibilisation, que vient s'inscrire cette semaine e-commerce. Et du coup, donc, sur cette 3e thématique, sur les marketplaces B2B, comme vous allez le voir, c'est un très bon outil pour diversifier ses circuits de distribution, mais en particulier pour diversifier ses distributeurs à l'export. C'est pourquoi nous avons collaboré avec la maison de la région Occitanie à New York. Et du coup, je vais te donner la parole, Stéphanie, pour te présenter. Oui, merci beaucoup Mélodie. Donc moi je suis effectivement Stéphanie, je travaille à New York avec Paul Cousin, le directeur de la maison. La maison à New York, c'est pas la seule, hein. On a 5 maisons dans le monde, Casablanca, et puis un bureau à New York, un bureau à Shanghai et un bureau à Tokyo. Et la maison en tout cas de New York, il faut la voir comme un véritable outil, c'est un vrai facilitateur en fait pour vous pour pénétrer le marché nord-américain. On couvre les États-Unis et aussi le Canada. Et en fait, on a 3 grands volets d'action. On peut vous partager le réseau local d'affaires qu'on a ici, que ce soit à commencer par exemple, des avocats d'affaires, des experts comptables ou encore des logisticiens ou encore des acheteurs. Donc, et ça, c'est du coup le 2e volet. On vous accompagne aussi sur des événements, des salons. On peut créer du B2B dans le cadre de missions de prospection. Et le dernier volet de la maison de New York, comme de la maison de Casablanca d'ailleurs, c'est un volet à hébergement. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a à peu près 250 mètres carrés de locaux. Il y a 6 bureaux fermés. Et donc, vous avez la possibilité d'être hébergé chez nous, que ce soit vraiment ponctuel, avant un salon, après un salon. Au lieu de travailler dans votre hôtel et dans le lobby de votre hôtel, vous pouvez vraiment venir chez nous avec plaisir. Et puis aussi, vous pouvez aussi demander à avoir un bureau de façon un peu plus pérenne. Et là, si tu veux regarder, je vous ai montré des photos sur la slide suivante pour que vous voyez un petit peu comment on est installé. Vous voyez les bureaux privatisés avec une porte. Donc, vous avez la possibilité de venir chez nous 6 mois, c'est renouvelable 3 fois, donc en gros jusqu'à 24 mois. Les 6 premiers mois sont gratuits. Et puis, il y a aussi, et c'est très intéressant parce qu'avant de s'installer aux États-Unis, il y a quand même d'autres choses à faire, notamment faire par exemple des événements. Et donc, on a, vous voyez sur la photo de droite, tout un espace en fait assez important qu'on appelle un peu un espace de convention dans lequel, vous voyez, là, on avait disposé, normalement, il y a des canapés, mais on avait disposé pour faire un panel de discussion. On a des chaises, on a des chaises, on a des tables, on a le matériel IFI, etc. Donc, vous n'avez rien, il n'y a pas de surcoût en plus. Donc, ça, c'est vraiment important. Et la prochaine action agroalimentaire sur New York, c'est le Summer Fancy Food Show qui a lieu donc à New York, au Javits Center. Donc, c'est l'énorme espace de convention. Vraiment, c'est une belle action, c'est une mission de prospection. Donc, on vous prépare aussi des rendez-vous B2B
Et vraiment, c'est un très beau salon. Et le fait qu'il soit à New York, c'est hyper pratique parce que vous avez en amont de cette mission, on vous accueille dans nos bureaux, on vous forme sur un tas de choses, etc. Et le fait d'avoir ces locaux, c'est beaucoup plus simple pour nous et la mission est vraiment intéressante. Donc, si vous n'y avez pas encore pensé et que vous avez des questions, Julie, qui est dans ce call aussi, est votre interlocutrice là-dessus. Donc, envoyez-lui un email et vraiment, on sera ravis de vous aider et de partager en tout cas le Fancy Food Show avec vous si vous êtes partant avec nous. Merci Stéphanie. Du coup, on va commencer avec le troisième acte de cette semaine du e-commerce alimentaire 2023 sur les marketplaces B2B. Peut-être avant de commencer, un rapide rappel, mais c'est vraiment pour que tout le monde soit OK là-dessus. Une marketplace, qu'est-ce qu'on appelle marketplace ou place de marché? C'est un site internet dans lequel des vendeurs indépendants, que ce soit des professionnels ou des particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits ou services en ligne, moyennant des frais qui peuvent être des commissions, un abonnement ou alors des frais fixes. Donc, c'est vraiment ces sites internet, en fait, notamment on a en tête Amazon alors qui fait du B2B et du B2C, mettent à disposition un espace de vente en ligne et font bénéficier aux marques que vous êtes, par exemple, des fonctionnalités ou des services pour vendre en ligne. Le principe, en fait, c'est vraiment de regrouper sur un même site l'offre la plus large possible et de la rendre disponible soit à vos clients particuliers, soit à vos clients professionnels. Donc là, on parlera vraiment des marketplaces à destination des professionnels. Pourquoi on a choisi ce sujet des marketplaces B2B? Pour deux raisons déjà qui sont assez évidentes. On observe déjà que les ventes sur les marketplaces, alors qu'elles soient B2B ou B2C, ont progressé de 30% depuis le Covid. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne très, très bien, d'autant plus ces dernières années. En parallèle, on a la vente aux professionnels en ligne qui a progressé de 10% cette année, enfin, en 2022, l'an dernier. Donc, l'e-commerce doit de plus en plus être considéré comme un canal B2B. Et donc, si on croise ces deux tendances entre le succès des marketplaces, le succès du B2B, forcément, on arrive à ces marketplaces B2B. En plus de cela, c'est vrai que notre mission aussi, c'est de vous sensibiliser sur la diversification des circuits de distribution et des sources de revenus des distributeurs. Les marketplaces, vous allez le voir, et les marketplaces B2B sont un super outil pour tester des nouveaux marchés à moindre coût, et c'est d'autant plus intéressant quand vous allez à l'export, puisque bien souvent, alors je ne suis pas spécialiste, mais se lancer à l'export, c'est très, très engageant. Et en tout cas, ces marketplaces B2B vous permettent de le faire de façon un peu plus simple. Donc, on va détailler tout cela en deux temps. On aura une première partie plus informationnelle qui durera 20 à 30 minutes, non, même une vingtaine de minutes, sur ce qu'est une marketplace B2B, quels sont les principaux acteurs, les plus, les moins. On vous montrera aussi un peu comment ça fonctionne d'un point de vue plateforme. Et ensuite, et c'est vraiment le cœur de l'atelier, c'est la partie table ronde, échange. On aura quatre intervenants qui viendront témoigner et échanger leur point de vue, leur expertise. Donc voilà, et ce sera animé, du coup, co-animé avec Stéphanie. Je vais te laisser la parole, du coup, Stéphanie, pour commencer cette première partie et que tu nous expliques un peu cette tendance des marketplaces B2B, pourquoi elle s'est imposée ces dernières années. Et ensuite, on rentrera du coup plus dans le détail des acteurs et du fonctionnement. Oui. Donc, Mélodie vous l'a dit, les marketplaces, elles ont le vent en poupe et donc, l'idée, c'est de te dire pourquoi, en fait. Pourquoi et quels sont les facteurs accélérateurs de ces marketplaces. Moi, en ayant beaucoup travaillé le sujet, en ayant pas mal échangé avec Mélodie, pour nous, il y a trois vraiment grands facteurs. Le premier, c'est vraiment les usages. Les usages, c'est vraiment, l'accélération, si tu veux défiler les animations. C'est vraiment l'accélération de la transformation digitale. Alors ça, on le dit, on le répète tout le temps, mais c'est une réalité. Le Covid nous a poussé à prendre notre ordinateur et à faire beaucoup de choses via notre ordinateur, à commencer par les calls, etc., mais aussi vraiment de la vente en ligne personnelle
Et il y a tout cet effet de transformation digitale et on a encore les écueils, mais dans le bon sens. Et puis, il y a vraiment une accélération aussi des usages que l'on voit en B2C. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, alors bon, nous, les New-Yorkais, on est à l'extrême parce qu'on achète quasiment tout en ligne et on se fait tout livrer. En tout cas, moi, j'habite à Manhattan et c'est sûr, je me fais tout livrer. Donc, ça doit vous paraître être une hérésie, mais c'est quand même mon quotidien. Mais voilà, l'accélération des usages, en tout cas, qu'on a, même sur du Vinted, où voilà, on achète de plus en plus de notre téléphone portable pour notre propre consommation personnelle. Donc ça c'est vraiment un facteur qui fait que aujourd'hui les habitudes, elles sont là. Le deuxième facteur, c'est vraiment les acteurs. En fait, ce qu'on voit, c'est que même si on est quand même au début surtout en France, je dirais, parce que c'est pas ce que je vis moi aux États-Unis, mais on est au début de l'accélération de ces plateformes B2B. En B2C, il y a déjà plein de choses qui existent, mais vraiment en B2B, il y a plein de choses. Et ce qu'on voit et ce que moi j'ai senti, c'est première chose, il y a des acteurs qui sont majeurs. Donc, ce qui fait que mécaniquement, il va y avoir des gens qui vont s'y mettre à acheter en ligne. Et ça, on parle de clairement Amazon et Alibaba. Alibaba, ça a été créé en 1998. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très vieux. Il y a des millions et des millions d'utilisateurs. Encore une fois, je parle du B2B. Et pour Amazon Business, ça a été créé en 2015. Et aujourd'hui, on sait que 90% des entreprises du CAC 40, donc des grosses entreprises, utilisent Amazon Business. Et ça, c'est très important. Encore une fois, ça pousse les comportements et les achats en ligne pour des entreprises entre professionnels. Et puis, une offre qui se structure. Et là, c'est l'émergence de plein de sites. Moi, quand j'ai fait mes recherches, vous allez voir, on va en discuter, j'ai vraiment trouvé des tout petits sites, des sites un peu plus musclés. Voilà, on a vraiment une offre qui se structure et qui est vraiment concrète et réelle. Et là, on a déjà bien démarré. Et donc, une offre qui se structure parce que les sites, ils sont de plus en plus performants. Il y a eu des vrais rachats. Donc, il y a des grosses entreprises qui se sont fait racheter. Je pense à Shopify notamment, qui a racheté une petite marketplace et qui est en train. Donc, c'est pas prêt, en tout cas pour la France. Donc, on n'en parle pas dans ce webinaire. Mais dès que c'est prêt, ça va faire très mal. Et on sent, il y a des levées de fonds énormes. Vous avez dû voir dans la presse, Encore Store, Faire, ils ont fait des levées de fonds incroyables. Et il y a des sites de plus en plus attractifs. Voilà. Donc là, on sent que à la fois les marques, donc vous, les producteurs, les artisans, vous êtes prêts. Et puis, on a aussi des sites et donc une offre qui est là et qui va pouvoir répondre à vos besoins. Et enfin, les utilisateurs, pour aller un peu plus vite, les utilisateurs, ce qu'on voit, c'est que on vieillit tous. Et donc, nos acheteurs, les acheteurs professionnels vieillissent aussi. Ils sont à 73% des millennials, donc ils sont complètement habitués à acheter en ligne globalement. Et puis, la deuxième tendance dans les utilisateurs, c'est qu'il y a une vraie émergence de ce qu'on appelle en anglais du e-procurement. Procurement, ça veut dire achat. C'est-à-dire que, évidemment, on ne parle pas d'une TPE, mais on parle d'entreprises qui ont une envergure importante, qui vraiment utilisent l'achat en ligne à but professionnel comme étant une source pour aller optimiser ses coûts, ses ressources ses ressources en termes humaines et financières, parce que tout est digitalisé. Donc, il faut imaginer une acheteuse dans n'importe quelle entreprise. On peut dire, par exemple, dans de l'industrie lourde, dans du bâtiment par exemple, qui va pouvoir acheter en ligne et avoir un seul site internet, donc une marketplace, et avoir toute sa facturation, etc. Or, avant, elle pouvait avoir une multitude de fournisseurs. Donc, le sourcing, vraiment, est en train de shifter, est en train de se modifier. Et cette ère du e-procurement, elle est assez réelle. Et encore une fois, avec ces Amazon qui poussent, qui vraiment aujourd'hui ont une offre assez incroyable, ça permet vraiment de centraliser ses achats sur une seule marketplace. Et pour compléter, Stéphanie, je voulais aussi, pour illustrer vraiment, alors je vais utiliser un mot, je ne sais même pas s'il existe, il est peut-être de moi, mais un mot pas très joli. Pour illustrer un peu cette marketplacisation du commerce, je voulais vous indiquer aussi que même certains e-commerçants comme La Redoute et Greenwiz, qui étaient vraiment qui avaient voilà, leurs entrepôts, qui étaient vraiment des e-commerçants comme
classiques sont devenus des marketplaces. Et on a même des enseignes traditionnelles de magasins physiques comme Carrefour qui se lancent dans le modèle marketplace aussi. Donc c'est vraiment important en fait de saisir l'ampleur de ce phénomène-là et d'en comprendre les enjeux, puisqu'en fait c'est vraiment le commerce alors d'aujourd'hui et encore plus de demain. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Ouais. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est voilà, comment ça marche une marketplace. Mélodie vous l'a dit. Et donc voilà, vous voyez, on a un schéma avec 3 acteurs. On a un vendeur, un acheteur, évidemment, l'acheteur étant un professionnel. Et puis, on a au milieu cette marketplace. Donc en fait, l'étape numéro 1, ça va être vraiment de vous, vendeur, mettre à disposition tout simplement un catalogue. L'étape numéro 2, c'est de faire en sorte que vous ayez une page pour vous et de pouvoir vendre votre bien ou votre service. L'acheteur professionnel va pouvoir, lui, passer sa commande. Donc, numéro 3, passer sa commande. Voilà, il passe son commande et il va payer. Et à qui il paye? Il ne paye pas à vous, il paye à la marketplace. Donc, ça, c'est important. Et la marketplace fait le recouvrement. Donc, va payer le vendeur. Ça, c'est intéressant parce que ça couvre le risque du paiement à l'international qui n'est pas négligeable à l'export. Ça vous garantit un paiement d'une marketplace. Et c'est là aussi où, quand vous allez choisir votre marketplace, c'est un des critères où il faut que vous choisissiez une marketplace viable. Et la 5e étape, évidemment, c'est du coup la contrepartie financière, j'ai envie de dire, d'être sur cette marketplace. Et ça, on verra qu'il y a différentes façons. Soit c'est une commission, soit c'est une adhésion. Et ensuite, évidemment, l'acheteur, donc le professionnel, qui est soit une boutique, soit une épicerie, un restaurant, par exemple, va pouvoir revendre, évidemment, à l'acheteur final. Donc, globalement, c'est identique à une marketplace B2C, tels que Amazon, Etsy, etc. C'est simple, facile, intuitif. Moi, tout ce que j'ai vu, vraiment, tous les sites sont vraiment très simples. Et on Et va du vous coup, proposer, on va vous proposer de parcourir Encore Store, qui est la marketplace française très bien installée, qui a levé des fonds incroyables, et qui est une marketplace généraliste que nous, ce qui est l'une d'entre elles que l'on vous recommande. Et donc, on va parcourir ensemble le site internet. Voilà, donc on va parcourir ensemble Encore Store, qui est une marketplace B2B généraliste. Donc, il présente plusieurs catégories de produits. Donc, vous les voyez ici, maison et cuisine, épicerie et boissons, bien-être et beauté, modes et accessoires, les bijoux, la partie enfant, la partie papeterie. Si on va regarder dans la partie épicerie et boissons, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, vous voyez une belle étendue, enfin un beau spectre en tout cas dans la partie alimentaire, donc les apéritifs et les tartinades, les bières, les biscuits, les bocaux et les conserves, les boissons chaudes, le chocolat, les eaux, les huiles, les miels, tout ce qui est muesli, granola et céréales. Vous avez aussi les sauces, et puis ensuite les épices, les spiritueux, le thé, et puis la partie vin et champagne. Donc c'est un portefeuille produit assez intéressant. Et si vous rentrez dans une des catégories, voilà, de manière assez classique, j'ai envie de dire, vous avez, soit vous avez tous les filtres qui vous permettent d'aller chercher plus vite, en fait, le produit dont vous avez besoin. Et puis sinon, vous pouvez tout simplement scroller et puis voir des produits encore une fois, qui sont classés par différentes catégories. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les photos des produits sont plutôt jolies. Elles sont soit détourées, vous avez soit un fond qui est blanc, soit une photo qui est contextualisée. Ce qui est intéressant, c'est les petits logos best-sellers, donc ça aide aussi les boutiques à orienter leurs achats. Il y a une dénomination du produit, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les prix en fait grossistes sont bloqués. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que le prix n'est pas rendu public et qu'il faut avoir un compte, qu'il faut que la boutique s'ouvre un compte pour avoir accès au prix. Si on cherche par exemple une marque que l'on connaît, donc je vais chercher moi les Mirliflor, qui est une marque d'Occitanie. Là, on est sur la page en fait de la marque Les Mirliflor. Vous voyez, elles ont mis Elisa et Gwenaël, leur logo ici, et puis elles ont mis toute une bannière avec la gamme de leurs produits dans leur entièreté. Ensuite, elles ont rempli évidemment toutes les informations importantes pour passer un achat avec les minimums de commandes, etc. Et puis, elles ont ici inscrit
un storytelling, plutôt, donc un storytelling de leur marque. Et puis elles ont ici, voilà, toute la catégorie, tout le portefeuille en tout cas de produits qu'elles proposent, qui est encore une fois plutôt, clair avec des photos, qui sont très belles, heu et qui permettent tout de suite de voir de quoi on parle. Si on rentre sur un produit en particulier, voilà, encore une fois, vous avez la photo. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la petite mention «Testé et approuvé», et vous pouvez donc simplement ajouter au panier avec les différentes, quantités, qui vous sont proposées. Encore une fois, une description du produit plus détaillée, les dimensions du produit, le poids net, la liste des ingrédients et puis la DDM. Ce qui est intéressant sur Encore Store, c'est le centre d'aide. Et ça, on voulait vous montrer comment il se présente. L'idée, c'est que vous soyez le plus autonome possible et que vous ayez le moins à faire à les contacter. Et du coup, ils vous mettent en ligne, donc pour les marques et les producteurs, toute une série de tutoriels avec des vidéos et puis une foire aux questions qui est vraiment complète pour que vous vraiment, encore une fois, vous soyez le plus autonome possible. Ils vous donnent les bonnes pratiques. Donc, à la question comment est-ce que je peux mieux vendre sur ce genre de marketplace, vous avez beaucoup de réponses à l'intérieur de ces propres sites parce que eux, leur intérêt évidemment, c'est que vous puissiez mieux vendre pour que eux aussi peuvent mieux vendre. Donc vous avez vraiment beaucoup de ressources en fait qui sont disponibles ici, soit avec du texte comme ça, mais il y a aussi beaucoup de vidéos. Voilà. Par exemple, ça c'est une vidéo, Encore Store a une chaîne YouTube qui est vraiment complète et qui vous fait des petites vidéos plus ou moins courtes pour vraiment vous expliquer le pas à pas. Vous voyez, constituer votre catalogue de marques, comment j'ajoute un produit, etc., etc. Donc vraiment, vous êtes complètement autonome et de manière générale, le site est assez intuitif. C'était bon, Stéphanie, je crois. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Oui. Effectivement, le help center que vous avez vu dans la vidéo, c'est vrai sur quasiment toutes les marketplaces, pas que Encore Store. Du coup, ce qu'on a fait avec Mélodie, c'est qu'on a passé beaucoup de temps pour que vous gagniez du temps à chercher et à lister toutes les marketplaces qui existent aujourd'hui. On a vu la liste des participants et donc on a évidemment fait un focus sur l'épicerie fine de manière générale. Et donc on a une sélection de marketplaces à vous proposer. Donc c'est la slide suivante, Mélodie. Voilà, donc la première chose, c'est qu'on a essayé, donc ça c'est un tableau vraiment de synthèse. Sachez qu'à l'issue de ce webinaire, on vous a fait un Excel immense avec beaucoup de colonnes et c'est vraiment une grille comparative. Comme ça, vous avez tous les éléments, vous n'avez pas à faire ce travail qui est un travail long et en tout cas, vous aurez toutes les infos disponibles. Donc, les 3 premières marketplaces qu'on vous propose, c'est Encore Store, Faire et Creo8. Elles sont toutes généralistes, toutes simples, intuitives. Les clients, c'est vraiment des boutiques indépendantes, des gourmet stores de manière générale ou des concept stores. Elles ont des zones géographiques un petit peu différentes. Encore Store est très implanté en France, en Europe. Faire.com, c'est vraiment monde. C'est une plateforme américaine. Et Creo8, c'est plus Europe et USA, mais sachez que c'est une marketplace qui est anglaise. En termes de coûts, elles fonctionnent toutes les 3 à peu près de la même façon, c'est-à-dire que sur la première commande, vous allez avoir une commission qui est assez importante, 20-25%. Et puis après, soit le réachat est encore commissionné, mais la commission, elle est plus faible que ça. En revanche, pour les 3, si vous mettez un client, si vous référencez un client sur la plateforme, c'est gratuit. Et c'est évidemment ce qu'ils vous invitent à faire, puisque eux, ils veulent que leur marketplace grossisse d'un côté acheteur. Donc, et puis pour vous aussi, c'est pratique de mettre vos clients sur une même marketplace. Voilà, on vous a mis aussi les pays, les dates de création. Donc, comme vous voyez, c'est assez récent pour ces 3 marketplaces. Ensuite, je vais prendre le relais. Nous nous sommes posé la question de savoir si des marketplaces existaient, notamment pour les produits frais.
puisque là, les marketplaces qu'on a traités jusqu'à présent ne traitent pas les produits alimentaires frais, simplement les produits d'épicerie. Du coup, nous sommes tombés sur 2 acteurs en France et l'idée aussi derrière ça, c'était de voir si certaines marketplaces servaient la restauration. Et alors, nous sommes tombés sur 2 acteurs. Le premier, Metro, qui est leader en restauration, qui est un cash and carry, qui a lancé sa marketplace en 2019 pour ses clients professionnels, qui sont donc en grande partie des restaurateurs et il y a également un peu d'épiciers. Pour l'instant, cette marketplace permet du coup surtout à Metro d'élargir sa gamme en proposant des produits complémentaires sur leurs entrepôts physiques. Mais a priori, il faut être fournisseur Metro pour pouvoir en bénéficier. Mais par contre, on est en lien avec Metro France qui nous a assuré travailler à une nouvelle version de sa marketplace qui sera beaucoup plus ambitieuse et qui aura notamment une portée au moins européenne. Donc il y a un gros projet de Metro sur les marketplaces B2B qui est dans les cartons. Donc dès qu'on a plus d'infos, bien sûr, on vous les fera suivre aussi. Deuxième acteur que nous avons identifié, c'est Pour de Bon. Alors, c'est un acteur d'une moindre taille, mais qui est pertinent pour nous. Alors, pour ceux qui ont assisté à la semaine du e-commerce l'an dernier, vous les connaissez. Nous avions reçu le CEO de Pour de Bon qui nous avait présenté sa marketplace B2C. Et en fait, là, il se lance en B2B au mois de juin. Leur cible, ce sera également les restaurateurs, les épiciers. Et on a leur lien direct, leur contact direct si vous souhaitez aussi tester la marketplace au moment du lancement. Ce qui est intéressant et pourquoi on l'a ciblé, c'est que ils sont vraiment positionnés sur les producteurs régionaux de toute la France, du coup. Et donc, ils s'adressent à une clientèle qui est déjà sensible aux produits du terroir. Là, vraiment, il y a une vraie pertinence. Et en plus de cela, ils ont été rachetés l'an dernier par une branche, par la branche Colis Express de La Poste, qui possède notamment ChronoFresh. Donc, il y a des facilités de livraison en tri-température qui sont très importantes à avoir en tête. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a ciblé, donc ce sera Pour de Bon Pro. Voilà pour cette partie un peu plus orientée, en tout cas qui se complète avec les produits frais et la restauration. Ensuite, on a quand même listé Amazon Business, Stéphanie vous en a parlé, et Alibaba. Alibaba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'Amazon en Chine. On les a listés puisqu'en fait, s'y référencer peut être intéressant, notamment pour optimiser votre référencement, pour être plus visible en ligne. On en a beaucoup parlé hier après-midi. Cependant, voilà, pour nous, il est bien sûr très difficile de se démarquer puisque l'offre est extrêmement large. Et un autre point de vigilance selon nous, c'est qu'il faut veiller à ce que votre référencement sur ces marketplaces-là ne vienne pas dégrader votre image de marque. Notamment si vous travaillez avec des circuits premium, prescripteurs qui peuvent avoir parfois peut-être, alors je sais pas si c'est justifié ou pas, mais qui peuvent avoir une mauvaise image de ces plateformes. Donc voilà les points de vigilance, mais ça peut être un levier notamment de visibilité. Une autre plateforme intéressante, mais qui a un modèle vraiment différent, c'est la plateforme RangeMe. C'est une plateforme qui est généraliste, qui s'adresse à la grande distribution et qui est assez centrée États-Unis, Canada. C'est une plateforme en fait il n'y a pas d'achat-vente. C'est une plateforme sur laquelle vous allez payer des frais d'inscription et vous allez pouvoir obtenir la possibilité de rentrer en contact avec des acheteurs. C'est une plateforme de connexion. Il n'y a pas d'achat-vente. C'est une plateforme qui, à mon sens, est intéressante, mais qui demande un vrai investissement de la marque. Vous pouvez soumettre. Il y a des appels d'offres. Il y a par exemple un Walmart qui va faire une appel d'offres sur des stylos billes, etc., avec des critères bien particuliers. Et vous pouvez soumettre dans votre catalogue produit. Vous pouvez cocher 3 fiches produits et vous pouvez soumettre certains produits. Donc, c'est vraiment intéressant. RangeMe, je sais qu'ils ont une volonté forte d'aller en Europe. Aujourd'hui, c'est pas encore complètement le cas. Mais sur les États-Unis, c'est une plateforme que l'on voit et qui a des stands au Fancy Food Show, Summer et Winter. Ils sont présents, ils sont très actifs. C'est une plateforme qui est très intéressante à regarder, mais encore une fois, avec un fonctionnement un petit peu niche, un petit peu sur le côté.
Et la dernière plateforme, donc plutôt pour les entreprises qui nous ont rejoints, qui proposent plutôt du textile, de l'habillement, du prêt-à-porter ou tout type d'accessoires, puisque je pense qu'il y a des participants dans ce webinaire. J'ai trouvé 3 plateformes différentes, Jour, Mabel et New Black. Voilà, on voulait au moins vous les parcourir. Elles sont positionnées monde, donc vous pouvez complètement mettre vos produits dessus. C'est pas complète, enfin, ils ont des modèles en tout cas en termes de coûts, pardon, frais fixes et com. Et dans les frais fixes, vous verrez ça si vous voulez avoir plus d'informations dans le grand fichier Excel qu'on vous a fait. Certaines, elles ont des tarifs pour juste mettre son catalogue produit assez cher. Donc, ça positionne aussi des marques c'est des positionnements de marques très luxe. Mais voilà, en tout cas, c'est les 3 marketplaces qui sont très intéressantes et à regarder pour tout ce qui est hors agroalimentaire. Du coup, les recommandations, avant de passer à la table ronde, c'est, bon, on vous a convaincu, vous avez envie d'aller sur une marketplace. De quoi vous avez besoin demain pour aller sur une marketplace? Donc, 4 choses, 4 outils, ou voilà, 4 initiatives en tout cas à prendre. La première chose, c'est qu'évidemment, il faut y aller avec un bon storytelling, puisqu'il faut vendre quand même. Vous allez avoir votre catalogue produit, vous l'avez vu sur Encore Store, parmi une large offre de produits. Donc, le storytelling, ce qui est toujours intéressant, c'est vendre à travers votre histoire personnelle, générer des émotions, générer une espèce d'attachement et montrer un vrai parti pris peut-être, faire que du bio, éco-sensible, éco-responsable, etc. Que ce soit en texte, comme vous l'avez vu dans les Mirliflore, ou bien vous avez des fois la possibilité de mettre des photos, des vidéos, etc. Et si vous faites des vidéos, vous pouvez complètement faire une vidéo que vous avez déjà en français et vous sous-titrez simplement en anglais. Et si vous voulez qu'elle soit doublée, vous pouvez la doubler avec votre accent. Ça n'a aucun, il n'y a aucun souci. On voulait vous dire que pour si vous avez besoin d'un peu d'aide sur toute la partie storytelling, il va y avoir un atelier storytelling qui va se passer le 13 avril. Et ça, du coup, je vous invite à poser vos questions à Mélodie si vous voulez vous inscrire. Mais ça, vraiment, je vous recommande parce que en France, en Europe et aussi aux États-Unis, le storytelling, c'est vraiment une des clés vraiment d'entrée sur un marché. C'est vrai que La deuxième chose. C'est juste pour compléter, c'est un atelier qu'on avait proposé l'an dernier qui avait très bien fonctionné. C'est sur une journée, enfin 2 demi-journées du coup, en présentiel ou en visio. Et c'est animé par un professionnel du storytelling. Donc voilà. Et c'est gratuit comme les webinaires d'aujourd'hui. Le deuxième outil, du coup, c'est vraiment de travailler la description de votre produit, si tu veux faire dérouler les animations. Donc, vraiment une description de produit précise avec des mots-clés qui vont vous servir pour le SEO. Donc, le SEO, c'est les mots-clés qui vont apparaître quand un acheteur va taper des mots dans Google. Ça va vous aider à travailler votre référencement naturel. Ça veut dire être sur la première page Google. Voilà, donc ça, c'est important. Et il faut vraiment passer un petit peu de temps sur les détails techniques aussi, la taille, le format, la date d'expiration, les ingrédients, etc., etc. Donc ça, là-dessus, il y a quand même un vrai travail à faire au niveau de vos mots-clés. La troisième chose, c'est les photos. Donc les photos, vous l'avez vu là quand on a fait le parcours, les photos c'est important, il faut qu'elles soient de bonne qualité, il faut qu'elles donnent envie. Globalement, il faut qu'elles soient soit sur un fond blanc, soit contextualisées avec un joli contexte, etc. Et puis la quatrième chose, c'est d'avoir un site internet. On vous recommande vraiment d'avoir un site internet actualisé et moderne avec une partie en anglais. Et parce que vous allez avoir de fait une audience internationale. Et du coup, quelques astuces pour votre partie en anglais si vous n'êtes pas très à l'aise. Moi, ma recommandation vraiment, c'est faites plus court. Hein. Faites pas une traduction copier-coller parce qu'on a un storytelling souvent en français qui est très long. Faites au plus court en anglais. Ne mettez pas le drapeau de l'Angleterre si vous switchez, vous savez, pour changer la langue. Mettez plutôt FR ou EN comme English. Parce que vu des États-Unis, c'est toujours un peu bizarre de taper sur le drapeau de l'Angleterre alors qu'on est aux États-Unis. Travailler avec un web designer ou un traducteur ou un copywriter, c'est des gens qui peuvent vous aider à non pas faire que de la traduction littérale, mais vraiment vous aider sur
la façon dont on peut mieux communiquer, utiliser les bons mots plus forts, etc., pour avoir une communication plus adaptée sur des marchés export. Et dernière chose, regardez Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil Google qui est un outil gratuit sur lequel, là, pour le coup, vous allez pouvoir regarder plus en détail les mots-clés qui fonctionnent. Et voilà, donc ça c'était sur la première partie un peu de présentation. Je vois pas de questions pour l'instant dans le chat, il me semble pas. En tout cas, n'hésitez pas. Il y en Ah a une si, seule. on voit. Ah Ouais, si, il y en a une seule, mais on la on les couvrira. traitera. Voilà, n'hésitez pas si ça vous vient en cours et puis on les traitera. Ensuite. Juste pour Marie, du coup, Marie, c'est Google Analytics. Analytics, c'est un outil qui est gratuit. Je te le mets dans le chat. Vas-y, Mélodie. Allez, donc on va passer à cette deuxième partie table ronde. Du coup, pour vous présenter nos intervenants. Donc, nous recevons aujourd'hui tout d'abord 2 entreprises de notre belle région Occitanie. La première, donc, et vous pouvez, si c'est déjà fait, alors je ne vois pas forcément si vous avez allumé vos caméras ou quoi, mais n'hésitez pas, chers intervenants. Donc, nous avons les Escalettes de Montpellier, représentées aujourd'hui par Adrien Briu, cofondateur. Donc, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Votre entreprise, du coup, a été créée en 2019. Vous êtes basé près de Montpellier. Vous fabriquez de façon artisanale l'escalette, qui est aussi appelée la gaufre languedocienne, si je ne me trompe pas. Vous pourrez compléter si besoin. Merci beaucoup d'être là. Deuxième entreprise, cette fois qui nous vient du Tarn, c'est Black Mountain, qui est représenté par Cédric Leprêtre, également cofondateur. Vous fabriquez depuis 2011 des spiritueux et principalement des whiskies, mais aussi depuis peu du gin, il me semble. Voilà, vous pourrez vous présenter plus longuement si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup aussi d'accepter de témoigner aujourd'hui. Côté expert, du coup, je suis ravie de vous présenter French Wink, Claire et Méline qui sont présentes toutes les deux, qui sont fondatrices de d'une boutique à New York et aussi surtout d'une marketplace B2C qui s'appelle frenchwink.com. Je vous invite à aller voir. C'est une marketplace généraliste, mais de produits français uniquement. Donc, je vous ai mis leur contact. Donc, fondatrice de la marque French Wink. Vous avez à peu près plus de 1000 produits en ligne, j'ai vu, et plus de 70 marques. Et je pense que je pense que les chiffres ont encore augmenté. Je peux vous dire que c'est vraiment un incontournable dans les marketplaces B2C. Donc, faut bien. Mais voilà, en tout cas pour les Français de l'étranger ou bien et surtout les Américains francophiles, French Wing, c'est vraiment incontournable, clairement, aux États-Unis. Je vous présente aussi Sylvia Carter, qui est consultante, donc digital export et multicanal. Donc Sylvia est une consultante senior, auteure et professeure. Elle a une double compétence vraiment puisqu'elle a été longtemps directrice export et puis aussi une compétence très marketing digital. Elle dirige la société To Web or Not To Web, qui est une société du coup qui aide les entreprises de tous les secteurs à vendre plus à l'étranger grâce à une stratégie export qui va être vraiment 360. Qui va donc de l'étude de marché au déploiement d'une approche multicanal, donc c'est exactement ce qu'on est en train de traiter, de la vente en ligne, qu'elle soit donc export, à tout ce qui est référencement naturel et payant, donc le fameux SEO et SEA. Et là, si vous ne comprenez pas encore ces mots, il faut absolument contacter Sylvia. De la prospection, de la génération de leads et de tout ce qui est social selling multilingue. Voilà, en fonction des pays, des objectifs, des ressources, etc., que vous vous êtes fixé. Voilà pour la présentation de Sylvia. Merci encore à Claire, Méline, Sylvia pour votre intervention aujourd'hui. On va lancer la table ronde. Du coup, je vais commencer par vous, Adrien. Adrien des Escalettes de Montpellier. Je vous invite à activer votre micro, je ne vous entends pas. Bonjour. Bonjour. Alors nous, on est une biscuiterie basée à côté de Montpellier. Donc nous, on a créé notre société en 2019 et en fait, dès 2020, ça fait 2 ans, dès mai 2021, on s'est inscrit sur Encore Store. Et du coup, nous, on cherchait vraiment à tester notre produit au national,
Donc, nous, on voulait viser le marché parisien. Et le problème, c'est qu'en étant sur Montpellier, eh ben, on ne savait pas comment adresser ce marché. Du coup, D'accord. on a voulu prendre un commercial VRP, mais ça nous embêtait d'avoir 2 stocks à gérer, la difficulté de trouver un commercial et de mettre en place. Et du coup, c'est là où on a identifié l'acteur Encore Store, la marketplace. Et pour nous, ça a été quoi. Aujourd'hui, on fait 13% de notre chiffre d'affaires via Encore Store. Et c'est quelque chose qui nous a été très utile en fait pour pouvoir adresser de nouveaux marchés. Et du D'accord. coup, on a pu travailler avec l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, après partout au national. Et c'est vraiment quelque chose quoi, qui est très, très pratique parce que on a du coup créé notre boutique en ligne sur le site Encore Store. Et les commandes, nous, elles sont venues toutes seules, quoi. En mai 2019, quand on s'est créé, la plateforme, elle venait juste de se lancer. Et donc, on a vraiment fait un petit effet boule de neige et on a eu de suite des commandes qui sont arrivées. D'accord. Donc vous, en fait, au moment où vous avez créé votre entreprise, vous vous êtes lancé directement sur Encore Store, c'était à la veille du Covid, du coup, ça a dû être utile. Donc c'était principalement pour lever un frein géographique et de représentation, en fait. Voilà. Voilà. C'était pour lever un frein géographique de représentation et c'était aussi, ça nous permettait, en fait, Encore Store, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de gérer nous-mêmes notre stock. Parce que du coup, nous, on reçoit les commandes via Encore Store, on a la possibilité de les accepter ou de les refuser. Il y a différents critères. Par exemple, aujourd'hui, nous, on se réserve le canal de distribution en direct sur le département de l'Hérault. Et du coup, quand on reçoit des commandes Encore Store sur ce département, généralement, on contacte le client et on refuse la commande. Parce que, par exemple, cette semaine, j'ai reçu une commande via Encore Store d'une boutique qui est à 3 km de mon atelier. Et donc, pour moi, je ne vois pas quoi. Je n'avais pas d'intérêt à passer via une plateforme et à donner une commission. D'accord, donc vous avez la possibilité de refuser ou d'accepter des livraisons. Voilà. Et il y a une question de la brasserie de l'Aveyron qui demande si c'est vous qui expédiez directement, du coup? Alors oui, aujourd'hui, c'est nous qui expédions directement. Donc, on reçoit la commande via Encore Store. Donc, on a créé un packaging, quoi, un suremballage spécifique pour pouvoir expédier. Parce que s'il y a de la casse, ben, le client, il a 3 jours après la réception de la commande pour vérifier la marchandise. Si elle la casse, normalement, c'est à nos frais. C'est-à-dire que le produit nous sera déduit de la facture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, là, par rapport à la brasserie, je sais que nous, on fait de la biscuiterie. Quand on envoie des spiritueux, quoi, tout ce qui est des liquides, c'est spécifique. Il y a des envois spécifiques. Nous, aujourd'hui, on envoie par UPS. Donc, c'est Encore Store qui génère, via la commande, on renseigne les informations liées à nos colis et on ne paye aucun frais de livraison. Donc, aujourd'hui, nous, on fixe un minimum de commandes et après, nous, on expédie nos produits aux boutiques sans aucun frais de livraison. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, dernière question, et après, je donnerai la parole à Cédric de Black Mountain. Une question de Christine qui demandait, qui pensait qu'on pouvait choisir les cibles géographiques sur Encore Store. Alors, moi, j'ai pas, quoi. Du moins, j'ai pas trouvé La cette fonctionnalité. Donc ça, c'est à fonctionnalité. creuser peut-être. Je sais qu'on peut refuser les cibles et on peut même refuser si on estime que la boutique qui nous commande ne correspond pas à notre cible. Voilà. Si on D'accord. considère que ce n'est pas la cible souhaitée, on peut la refuser. Très bien. Merci beaucoup, Adrien. Je vais passer la parole maintenant. On va tourner comme ça, au fur et à mesure de la table ronde. Je vais passer la parole à Cédric. Bonjour, Cédric. Merci d'être là. Bonjour à Cédric tous de Black et à Mountain, toutes. en direct de sa voiture. Merci d'être là. Non, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes du coup présent sur Encore Store et sur Faire. oui. Alors, votre société, elle est un peu plus ancienne. Vous avez été créée en 2011. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va se lancer sur ces marketplaces et pourquoi? Quel était votre objectif commercial derrière? En fait, nous, on ne s'était pas dit, c'est juste qu'ils nous ont démarché. Ouais, j'ai Donc, beaucoup j'avais beaucoup pas- de témoignages en ce sens. Hein. J'avais pas encore entendu parler de Encore Store et en fait, bon, j'ai été démarché par eux. Bon, c'était un peu par relation quelqu'un, une fille d'un ami qui travaillait là-bas et qui s'est dit, tiens, Black Mountain, ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, nous, on s'est enregistré sur Encore Store en janvier 2021.
Et après, faire pareil, c'est eux qui nous ont démarché. Alors, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi passés dans l'agroalimentaire. Ils nous ont démarché cet été, donc on s'est enregistré sur la plateforme Faire en août dernier, août 2022. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de trouver des clients qu'on n'avait pas autrement. Nous, on distribue nos spiritueux principalement chez les cavistes, parfois dans les épiceries fines. Et c'est vrai que la couverture géographique est pas évidente à développer. Nous, on a des agents commerciaux multicartes, un commercial en propre. On s'appuie aussi sur différents canaux de distribution, plusieurs strates. Mais c'est vrai que couvrir la totalité du territoire, c'est difficile. Via ces marketplaces, c'était l'occasion de contacter, de toucher des clients qu'on n'aurait pas réussi à toucher autrement. Et effectivement, la plupart des clients qu'on a eus via ces deux marketplaces, c'est des gens, je ne sais pas comment on aurait pu les contacter autrement. Alors, une spécificité, c'est que à date, il y a assez peu de cavistes qui ont le réflexe d'acheter via Internet. Nos clients sont principalement des concept stores qui font un petit peu de food, des épiceries fines, je dirais c'est le gros du bataillon, quelques caves, plutôt des petites caves. Voilà, des petites caves qui se font pas trop démarcher par les commerciaux, parce que petites justement, plutôt urbaines. Voilà, et on a parfois quelques clients fidèles via ces marketplaces. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est la sécurité des règlements. On est sur un marché caviste et épicerie fine qui est clairement, on va dire, dangereux. Il n'y a qu'à voir, il n'y a pas une seule compagnie, Coface ou autre, qui vous accorde une assurance sur un profil type caviste ou épicerie fine. Donc, c'est vrai qu'avec Encore Store, on est sûr d'être payé. On est même payé assez vite, puisqu'on est payé à la date de livraison. Sur Faire, le délai est un petit peu plus long. Voilà, donc voilà un petit peu. Et après, il y a une prise en charge. Alors, quand on est dans les boissons, c'est un peu lourd. On ne bénéficie pas du même dispositif de prise en charge totale des frais de port. En revanche, on indique le montant de nos frais de port et on a un forfait. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant puisque, nous, quand on livre à un caviste, on paye le transport. Et si c'est une commande via l'une de ces marketplaces, le transport est partiellement pris en charge. Donc, pour nous, c'est clair que c'est de la marge supplémentaire. Hein. Ok. Et dernière question, Cédric, après je te laisserai la main, Stéphanie. Oui. J'ai vu en allant sur votre site que vous redirigiez justement vers Faire ou vers ces marketplaces, ou en tout cas, comment ces réseaux, ça comment fait ça vient partie des choses s'alimenter en fait Ça fait partie des choses qu'ils nous demandent. Voilà, c'est un petit D'accord. bonus. Si jamais on met un lien sur notre site internet vers leur marketplace, elles apprécient. Des fois, c'est un préalable pour bénéficier d'une opération promotionnelle. Oui, j'ai deux choses que je voulais ajouter. Alors, il a été fait un gros focus sur l'international pour les alcools, du fait de l'énormité des taxes sur les alcools et du gain considérable pour les différents États. Les marketplaces ne savent pas gérer cette problématique. Or, un caviste ou une épicerie fine étrangère n'est pas enregistré auprès des douanes et n'a pas la possibilité de faire les démarches douanières pour apurer ce qu'on appelle les droits sur les alcools. De facto, ces marketplaces ne sont pas adaptés, pour l'instant en tout cas, pour le commerce international, notamment des spiritueux. Alors, sur Encore Store, je les avais alertés de la chose, ils n'ont pas réagi. Faire, j'ai eu droit dans le jour qui suivait à 2 heures de réunion avec des responsables aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui découvraient le truc, mais je n'ai pas eu de retour. Je leur ai donné des pistes sur ce qu'ils pourraient faire pour solutionner la chose. Ça m'intéresserait beaucoup parce qu'effectivement, je pense que quand on n'a pas cette problématique, on a une ouverture sur le monde qui est colossale et surtout, on bypass tous les intermédiaires et donc ça permet d'améliorer les marges. Ok. Oui, c'est un point spécifique en effet sur les boissons alcoolisées. Merci beaucoup, Cédric. Je vais te donner la main, Stéphanie. On va continuer. Oui, on a entendu opportunité de marché, on a entendu profit sur les marges, etc. On bypass, etc. Du coup, l'idée, c'est d'avoir Sylvia comme experte pour justement nous éclairer sur un peu comment quelle est ta vision des choses, Sylvia, sur comment les marques peuvent-elles utiliser cette marketplace vraiment dans leur stratégie commerciale, mais globale. Bon, en réalité, moi, sur une stratégie commerciale globale pour une PME, une TPE, je n'y crois pas du tout.
En fait, c'est une utopie. Moi, je pense qu'en réalité, pour se développer à l'export, il faut d'abord avoir une approche de ciblage. En fait, on pourra bien se développer à l'export avec des résultats pérennes et rentables. Il faut quand même investir sur une stratégie de marque ou de réputation, notamment dans le B2B. Et ça implique quand même un investissement de la part de l'entreprise. Donc, si on cible au niveau global, c'est-à-dire n'importe quel pays dans le monde entier, c'est un investissement démesuré. Et en revanche, avec une approche donc, plutôt internationale et pas globale, oui, on peut y arriver. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est bien cibler avec cette démarche de stratégie vraiment de marque, développement de la notoriété de marque ou de la réputation B2B. Et parce qu'encore une fois, en fait, se développer sur Alibaba, qui couvre actuellement 200 pays, si notre stratégie, en réalité, c'est de gagner des parts de marché sur les gros pays de l'Union européenne, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la première chose, c'est vraiment cette approche de ciblage. Et la deuxième chose, c'est d'optimiser le nombre de marketplaces. La multicanalité, en réalité, c'est ça qui permet de gagner en visibilité sur Internet. Et c'est grâce à cette visibilité qu'on peut développer cette notoriété des marques et réputation. Après, sur le marketplace, il faut aussi savoir que, ça c'est mon expérience, il y en a certaines qui sont plutôt fortes sur certaines catégories et pas tellement fortes sur d'autres. Donc, à chaque fois qu'on a envie de se lancer sur le marketplace, il faut bien les sélectionner selon leur force commerciale. Notamment, par exemple, si on prend Amazon, B2C ou B2B, c'est très fort sur tout ce qui est produits techniques, parce que c'est effectivement la catégorie historique d'Amazon, pas forcément sur les vêtements, etc. Donc, et chacune, de ma connaissance, de mon expérience, a ces catégories privilégiées, historiques, etc., qu'il faut effectivement arriver à comprendre quand on veut se lancer. Et une autre chose qui est très importante avec les marketplaces, et pas tout le monde, et pas tout le font, c'est de proposer l'assistance, l'aide d'un vendor manager ou d'un catégorie manager, c'est-à-dire quelqu'un qui est côté marketplace et qui peut accompagner l'entreprise et la marque à référencer son catalogue et tout au long en fait, de l'activité sur la marketplace, de comment développer la vente. Parce que oui, il y a du référencement naturel, mais également du référencement payant. Hein. Les publicités, etc., ça fait partie un petit peu, la promotion, voilà, ça fait partie aussi de l'activité de développement d'une entreprise sur les marketplaces B2B. Le référencement, en fait, référencer un catalogue sur une marketplace, c'est que le début. Voilà, c'est pas terminé. Une fois que c'est fait, c'est bien, mais c'est pas terminé. Donc, avoir quelqu'un côté marketplace qui peut aider et accompagner une entreprise tout au long de son activité sur la plateforme, c'est très bien. Et Sylvia, j'ai une question. Quand tu parles de référencement payant, tu veux dire à l'intérieur de cette marketplace ou plutôt tu parles d'acheter des AdWords, Google, etc. En fait, quand je parle de référencement naturel, là aussi, c'est une question de stratégie. Moi, je pense que voilà, c'est la multicanalité à l'export qui marche bien. La multicanalité ciblée à l'export, c'est les marketplaces B2B, mais également un site web B2B optimisé pour le même ciblage géographique. Et oui, les référencements naturels, c'est pour chaque canal. Ok, très bien, très bien. On va donner maintenant la parole à Claire et à Méline de chez French Wink.
Du coup, l'idée, alors, si vous pouviez juste en 2 secondes nous donner un peu une vision de la façon dont vous achetez et référencez, enfin, dont vous achetez vos produits que vous mettez ensuite soit dans votre boutique, soit sur votre marketplace B2B. Et puis l'idée, c'est de nous dire, je sais que vous utilisez Faire, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. L'idée, c'est de nous dire un peu ce que ça a changé en termes un peu d'achat pour vous, la façon dont aujourd'hui vous traitez justement vos achats. Ok, donc peut-être, bonjour à tous. Peut-être d'abord, on va reprendre ce qu'est French Wing concrètement par rapport à toutes les marketplaces qui viennent d'être citées. Nous, on est une marketplace B2C, c'est-à-dire que chaque marque a un compte vendor sur frenchwing.com et qui est destiné à nos clients B2C. Donc, on a une database de clients américains francophiles à la recherche de produits français ou d'expatriés français qui cherchent donc des produits qui ne sont pas facilement trouvables, surtout dans des États avec des offres moins fortes que New York, par exemple, ou la Californie ou la Floride. Et on a donc des clients en fin de chaîne sur tous les États-Unis. Et donc, on envoie nos produits majoritairement par dropshipping. Donc, dropshipping, ça veut dire que les marques françaises qui sont déjà implantées aux États-Unis envoient directement le produit au client final. Donc, le client, en fait, le processus de paiement est sous French Wing. Chaque vendor, chaque marque reçoit en simultané l'ordre de commande et l'envoie au client final avec un sticker French Wing. On a une deuxième casquette qui est pour les marques françaises de France qui n'ont pas encore de représentation aux États-Unis, où là, nous, on accepte de prendre un stock tampon dans nos locaux et c'est nous qui organisons pour le compte de la marque le pick pack send au client final. Donc ça, c'est une marketplace qu'on a créée parce qu'on s'est rendu compte donc, de la difficulté des marques françaises pour s'adresser à cette clientèle niche que nous, on a construit depuis 10 ans, qui est l'américain qui recherche du produit français, en gros. Et on est multisecteur. Et Claire, juste pour dire, ce que tu as dit, pick, pack, send, c'est la consignation, c'est ça? Oui, c'est de la consignation, c'est-à-dire enfin, pick, pack, send, littéralement, ça veut dire le staff qui prend le produit de la warehouse, qui fait le packaging et qui l'envoie. Il faut comprendre que dans ce business model, ce qui est compliqué, c'est les frais de shipping. Dans le sens où quand tu as un client qui va commander auprès de différents vendors, le client ne paye qu'un seul shipping. Donc, c'est la partie qui est la plus coûteuse pour une marketplace comme la nôtre. Je le précise parce que quand on va comparer à Faire ou à Anchor Store, par exemple, comme c'est des grosses machines, c'est vrai que l'intérêt pour nous de travailler avec ce genre de plateforme, c'est que par exemple, quand on a des opérations courtes sur du produit saisonnier, les ventes de Noël, Pâques, on va peut-être à ce moment-là, plutôt que de travailler en direct avec des marques, on va passer par ce genre de plateforme parce qu'en fait, elles ont la capacité d'offrir à la marque les frais de transport. Les frais de transport trans-US qui peuvent être colossaux, en fait. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant dans le sens où c'est quand même un gros frein qui est pris en charge, en fait. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et toi, tu as l'assurance d'avoir ton produit en combien de temps? Écoute, en moins d'une semaine. Oui, c'est moins d'une semaine. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a des modalités de paiement sur 30 jours, même 60 jours. Donc ça aussi, c'est intéressant pour l'acheteur. Oui. Mais juste le free shipping, ça a été au moment du lancement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Tu crois, même si tu es nouveau voilà, c'était au début. Au début, en effet, quand on s'est inscrit, on avait une opération free shipping, donc on ne devait pas payer le shipping ni les droits de douane. Maintenant, sur Faire, ça a changé. On a dû payer sur une dernière commande des frais de shipping, mais qui restent inférieurs à ce qu'on aurait payé ou ce que le vendeur aurait payé en direct.
Très bien, ok. Une question sur, vous avez des catalogues du coup de produits sur Faire, par exemple, qui sont immenses. Comment vous vous assurez que ces produits sont réglementairement OK pour, Ouais. par exemple, pour le marché des US? Ça, c'est vraiment, je pense, le point noir pour l'instant de Faire. Donc, nous, puisque c'est pas notre business model d'acheter pour revendre, on l'a fait via Faire pour des opérations ponctuelles, comme disait Claire. Mais nous, habituellement, on est en relation directe avec le vendeur, on a une discussion, on s'assure que les produits soient FDA s'ils doivent être FDA, que éventuellement les labels soient en français, en anglais, etc. On s'est rendu compte que sur Faire, Faire en l'occurrence ne fait pas attention à ça. Ok. C'est-à-dire que n'importe quelle société peut s'inscrire et vendre ses produits sur Faire. Faire ne fait pas attention à la réglementation. Ouais. Et les produits sont envoyés. Les produits sont envoyés. Après, c'est au risque de l'acheteur. Il le sait très bien, il aurait dû vérifier avant. Mais en tout cas, pour l'instant, Faire ne fait pas attention à ça. Ok, très clair. Merci. Je vais reprendre la main, Stéphanie, si tu es OK. On poursuit. Adrien, êtes-vous toujours là? Des escalettes. Il y a tellement de monde que je vois pas. Je vous vois pas. Mais ah si, ça y est. Oui, je te vois. J'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour amener, on va dire, vos vendeurs traditionnels sur ces marketplaces, puisqu'on a vu que si entre guillemets, on parrainait des boutiques, on bénéficiait d'un certain nombre d'avantages, notamment financiers. Est-ce que finalement, c'est facile d'amener vos clients traditionnels sur ces marketplaces? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un choc des cultures un peu? Ça dépend, ouais. En fait, ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont vraiment contre ces plateformes, qui préfèrent rester en relation directe avec le revendeur. Et après, il y a des clients, ils nous ont contactés en direct, on leur a fait on leur a présenté le produit, l'entreprise, on a envoyé des échantillons, tout ça. Et après, ils sont passés via la plateforme sans nous le dire. Donc, en fait, le problème de ces plateformes, c'est qu'il faut vraiment faire très attention de référencer dès qu'on a des prospects ou ses clients sur la plateforme. Parce qu'on avait des clients historiques qui sont passés via la plateforme sans nous le dire. Et du coup, on perd une commission sur nos produits. Et donc, il y a vraiment une gymnastique à faire dès qu'on veut utiliser cette plateforme, c'est de référencer tous nos clients existants. Donc, c'est-à-dire, c'est les contacter un par un, voir s'ils utilisent la plateforme, s'ils utilisent, récupérer le mail qu'ils utilisent sur la plateforme pour la renseigner. Et après, c'est très intéressant en fait quand on prospecte hors de notre zone notre zone géographique. Parce que du coup, c'est une alternative que nous, on propose automatiquement à nos clients, car s'ils arrivent au minimum de commandes imposées par la plateforme, ils sont franco de port. Et du coup, par exemple, pour les fêtes de Noël, c'est intéressant parce que quand il y a des grosses commandes ou choses comme ça, les clients, c'est quand même non négligeable d'être de port. Mais oui, mais après, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Des actions spécifiques, c'est vraiment penser à référencer les clients. Après, on a eu des mauvaises surprises aussi, des clients qui ont passé commande pour un point de vente et en fait, on s'est aperçu que les produits se retrouvaient dans un autre point de vente qui n'était pas référencé, qui se retrouvaient à côté d'un client existant et après, ça crée des tensions. Donc, il faut, c'est quand même compliqué. Mais ça reste intéressant. Hein. Le fait déjà d'être sûr d'être payé, ça, c'est quelque chose quand même qui est non négligeable. Parce que du coup, on peut travailler avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées et la plateforme prend en charge ce risque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est… nous, quand vraiment on démarche sur des personnes qui sont loin de chez nous, ça nous rassure. Pour nous, ça nous rassure de passer via la plateforme. Parce que même si on paye une commission, on sait qu'on sera payé in fine. Et est-ce que vous avez pu constater aussi que ces marketplaces vous permettaient de fidéliser ces nouveaux clients professionnels? Enfin, est-ce que il y a de la recommande ou est-ce que c'est On a plus réussi pour, oui. Après, le taux de fidélisation, il est quand même assez bas. Je crois que ça doit être à peu près 10% des clients qui ont recommandé. Donc après, c'est comme c'est un travail commercial à mettre en place, recontacter les clients. Mais les clients, il y en a qu'on a recontacté et après, on n'a jamais de retour de leur part. Quand ils veulent avoir des informations sur les produits, ils sont très pushy, ils viennent, ils nous envoient plein de mails. Mais dès qu'ils ont les produits, après, si on leur demande si ça s'est bien passé de leur côté, on n'a pas forcément de retour. Après, le seul point qu'il faut quand même
prendre en compte, c'est qu'on est, on est dépendant de la plateforme. Quoi, moi, je sais qu'on travaille sur Encore Store et Encore Store, entre le moment où on s'est inscrit et aujourd'hui, ils ont changé leurs conditions générales de vente. Du coup, on a été au détriment de ces conditions. Par exemple, ils ont augmenté la commission sur la première commande à la base qui était de 20%. Ils l'ont passé à 24%. Et ça, ils l'ont fait en novembre l'année dernière, juste avant Noël. Et on ne peut rien faire. Si demain, et donc, il y a quand même un risque de passer à 100% via les plateformes. Si demain, ils changent et qu'ils disent finalement, on fait payer les frais de livraison ou finalement, les commissions, ça augmente, on est vraiment dépendant des plateformes. Donc, c'est quand même un très bel outil à utiliser, mais il ne faut pas faut pas utiliser cet outil à 100%. Vaut mieux diversifier. Vaut mieux diversifier quand même. Il faut pas, c'est un risque. Hein. Après, aujourd'hui, ça fait que 2 ans qu'ils existent, mais on ne sait pas si dans 10 ans, ils diront, une fois qu'ils auront une base de clients, d'épicerie fine ou de boutiques assez importante et qu'ils auront plus besoin en fait de l'attrait des artisans pour faire entrer de nouveaux acteurs, il faut quand même faire attention. On ne sait pas comment dans 10 ans ça sera. Merci Adrien. Oui, c'est sûr, ça, ce sera un sujet qu'on traitera de façon plus prospective, notamment avec Sylvia un peu plus tard. Merci beaucoup Adrien. Cédric, je voulais avoir votre retour un peu. Est-ce que vous avez pu constater que ces marketplaces, à un moment donné, avaient des actions de promotion sur vos produits? Ou alors, en tout cas, quels sont les leviers, selon vous, peut-être pour on va dire, optimiser nos chances de vendre sur ces plateformes? Alors, une chose que ces marketplaces font, et c'est vrai que c'est leur avantage par rapport à d'autres marketplaces qui n'ont pas eu des financements aussi colossaux, c'est des opérations promotionnelles extrêmement importantes, du type, pour 300 € de commande, vous aurez 150 € offerts. Donc c'est un outil promotionnel qui est assez inhabituel, hein. C'est une offre considérable. Donc c'est vrai que c'est un levier d'attractivité assez fort. Nous, alors c'est vrai que dès qu'on est sollicité, nous on participe. Voilà. Sur Faire, c'est un petit peu différent. Ils ont des fois des périodes de promotion. Ils nous disent voilà, si vous mettez Je crois qu'on a perdu Cédric, non? Oui. Attendre un petit peu. Cédric, vous nous entendez? 15% de promotion sur la. Cédric? Oui, pardon, j'ai coupé. Ça a coupé. Oui, pardon. Quand vous parliez, ça a coupé quand vous avait passiez coupé, parce qu'en fait, j'utilise mon sur téléphone Faire. comme modem, mais quand on m'appelle, ça coupe. Ah, Voilà. d'accord. Donc, sur Faire, c'est différent. Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Sur Faire, donc voilà, ils vont abonder. Par exemple, vous mettez 15% de promotion, ils vont rajouter 5%. Ça va être ce genre de. Voilà. Donc, ils ont des outils promotionnels à eux qui sont puissants, mais par contre, qui ne nous permettent pas, nous, d'agir sur tel ou tel client. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas choisi de passer nos clients actuels sur Faire ou Encore Store parce qu'on a déjà des intermédiaires, les agents commerciaux. En revanche, on a établi des listings sur des zones où nous n'avions pas de commerciaux et on a fait des campagnes d'emailing. Alors, bon, ça coûte pas cher de faire des campagnes d'emailing, mais des campagnes d'emailing en disant, voilà, il y a une promotion très forte sur Faire ou sur Encore Store. Voilà, c'est l'occasion de découvrir les produits Black Mountain à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Alors, c'est clair, le emailing, voilà, vous avez un faible taux de retour, mais c'est vrai que ça coûte pas cher. Voilà, enfin, c'est gratuit, c'est juste du temps passé. Oui. Voilà. Et après, on essaie de travailler aussi le fichier client. Voilà. Mais c'est vrai que se dire, on est sur la marketplace et on va avoir des clients. Oui, au début, il y a l'effet nouveauté, on est un peu mis en avant, mais si on ne fait pas le job pour utiliser l'outil public promotionnel et le job d'aller chercher la clientèle et de l'orienter vers nous sur cette plateforme, il ne faut pas rêver. On aura un peu de business, mais voilà, ça nécessite quand même, si on veut développer, pour moi, il faut faire un vrai job commercial, comme dans la vraie vie. Voilà, ce n'est pas parce que c'est digital que c'est magique et que ça arrive tout cuit, quoi. Voilà, c'est un outil intéressant, mais on ne peut pas se contenter juste d'être présent sur les plateformes. D'accord. Du coup, je rebondis sur ce que vous dites, Cédric. Ce que j'entends et ce que j'ai entendu aussi de la part d'Adrien, c'est le réassort, etc. Et du coup, côté boutique, donc Mylène, Claire, qu'est-ce que font ces plateformes pour vous inciter à commander? Et notamment, quelle est la différence entre passer une première commande et passer la deuxième commande? Est-ce qu'il y a une incentive plus forte sur la première
et moins sur la deuxième. Comment ça se passe côté boutique? Alors ça, j'en sais rien. Je ne sais pas Non, du je parle tout. à Claire, du coup. Ah, pardon, C'est pour excusez-moi. ça que Eh ben, D'accord. ça j'interroge tombe bien, Claire et ça Émilie. tombe bien, Ouais, elle je va nous coupe le répondre. micro. Entendu. Je rebondissais juste sur ce que vous disiez. Oui, Non, mais c'est ce qu'on disait tout à encore l'heure, une en fait. fois, oui, encore une fois, tu vois, nous, on n'est pas des grands utilisateurs de fer. On n'a pas, parce que c'est pas notre business model. Donc, on a eu l'occasion de commander sur fer. La différence entre l'année dernière et cette année, l'année dernière, quand on a commencé à l'utiliser, on recevait beaucoup d'offres. Donc, en effet, une offre de free shipping ou des offres de promotion. Maintenant, beaucoup moins. Ok. Beaucoup En moins. fait, Et la dernière c'est- commande qu'on a passée sur Fer, on a dû payer les frais de transport. On n'a pas eu de commande, etc. Mais c'est peut-être aussi, donc là, on n'est peut-être pas les mieux placés pour en parler, parce qu'on commande peu. Oui. Peut-être après, au fur et à mesure, Fer t'envoie des promotions au gré des commandes. Ok. Très bien. Après, c'est vrai que ces premières commandes qu'on avait fait et ces offres, elles étaient assez exceptionnelles. C'était, tu Ouais. avais 200 ou 300 euros de produits offerts. Tu Oui. pouvais dépenser pour 300 euros gratuitement. C'était assez phénoménal. Et donc, même, on se demandait à l'époque, mais on se questionnait sur le business model, comment ils arrivaient à pouvoir obtenir de la rentabilité. Mais en fait, c'était une stratégie d'acquisition et de pouvoir avoir plus de référencement. Mais sur le long terme, ça ne peut pas tenir, en fait. Ouais. Et vous, comment vous travaillez avec les marques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une régularité dans vos achats? Oui, alors encore une fois, ce ne sont pas des achats. Les marques nous envoient des produits en consignment et nous, on paye tous les mois les orders qui ont eu lieu le mois précédent, en fait. Donc, c'est très limpide, c'est très transparent parce que les vendors ont les ventes en même temps que nous qu'on effectue sur les États-Unis. Ils reçoivent les ventes des clients et à chaque fin de mois, ils reçoivent ce qu'on leur doit. Donc, on utilise une app qui s'appelle Wise, qui est super parce que ça réduit les coûts de frais bancaires internationaux. Et donc, tous les mois, via cette app, ils sont payés. Donc, effectivement, plus ça marche, plus on a besoin de réassort et puis on met une routine en place au gré des commandes. Et c'est très fluide, en fait, c'est très transparent. Et quand vous commandez sur Fer, c'est parce que vous avez un produit en tête ou bien vous avez un acheteur que vous connaissez, un vendeur, pardon, que vous connaissez, ou bien vous scrollez et puis si oui, comment vous trouvez un peu les produits? Alors, un peu des deux. Évidemment, les vendeurs qu'on connaît, c'est relativement facile. Et comme on disait au départ, c'est plus avantageux que de demander à telle marque de nous envoyer la commande parce que les frais de transport seront moins avantageux. Et il nous est arrivé, en effet, si on recherchait, enfin, je recherchais un produit, de taper dans le search. C'est relativement bien fait, même marque française, enfin, en tapant marque française, il y a toute une catégorie aussi de marques françaises. Donc, c'est un mélange des deux. Pour être très clair, faire comme nous, comme on est une marketplace et comme on a beaucoup de commandes et beaucoup d'orders, on a des prix, en fait, avec des providers comme UPS ou la poste américaine USPS. Donc, pour donner un ordre d'idée, un envoi qui coûtait, sans passer par Fer, à ce producteur donc de bonbons et de biscuits dont on avait besoin, ça lui aurait coûté seul $600, rien qu'en frais d'envoi France-US. En passant par Fer, ça lui a coûté 150 euros. Donc, c'est en ça que c'est vraiment intéressant, c'est qu'il bénéficie de tarifs que toi, tout seul, sans passer par la plateforme, dont tu ne peux pas bénéficier, quoi. Donc, ouais. Très bien. Je vais redonner la parole à Sylvia, parce que Sylvia, la première chose que vous nous avez dit, c'est que vous n'y croyez pas sur du long terme pour vraiment pénétrer un marché, etc., puisqu'il faut y aller en multicanal. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous êtes une vraie experte. Et ce que j'entends et ce dont les producteurs nous ont parlé, c'est effectivement très vite les limites un peu du système. Donc pour vous, comment est-ce qu'on pourrait mieux vendre sur ces marketplaces ou en tout cas, quel est vraiment le bénéfice de ces marketplaces? Plus la visibilité que la vente, c'est ce que j'entends? Non, en fait, je n'ai pas dit que c'est impossible d'être pérenne. Moi, je dis que c'est impossible d'avoir une approche globale. Oui. Il faut être un petit peu plus
sélectionner les pays cibles, voilà, être ciblé en termes de géographie. Après, sur la pérennité, oui, non, j'y crois à fond. Et pour mieux vendre sur les marketplaces, en fait, il faut d'abord comprendre qu'elles sont comme Google. Pourquoi elles sont comme Google? Parce que dans les marketplaces, on a des moteurs de recherche et des algorithmes. Donc, dès qu'on a des moteurs de recherche et des algorithmes, ça veut dire qu'il faut travailler du référencement naturel et du référencement payant comme on le fait sur Google. Sauf que les algorithmes et les moteurs de recherche sont vraiment spécifiques pour chaque marketplace. Mais de toute façon, en fait, ça, c'est la première chose à comprendre. Comment, par exemple, le référencement naturel et les référencements payants de Faire ou de Anchor Store, ils marchent. Amazon et n'importe lequel. C'est, encore une fois, dès qu'on a un moteur de recherche et des algorithmes, il y a du référencement naturel et du référencement payant à faire. Après, un autre facteur de succès sur les marketplaces pour les entreprises, c'est la largeur du catalogue. Les entreprises et les marques qui ont beaucoup de références sur les marketplaces, sur ces plateformes, ont davantage de visibilité parce qu'elles ont beaucoup plus de pages. Donc, avoir plus de pages produits, ça aide ce référencement naturel. Et alors, le troisième facteur clé de succès sur les marketplaces, c'est aussi le budget. Le budget pour faire un parallèle du référencement payant, des campagnes publicitaires, de la promo, des discounts, etc., qu'il faut quand même financer. Donc, ça, c'est les trois, selon moi, les trois facteurs qui sont les plus importants pour réussir sur les marketplaces. Le référencement naturel et payant, la largeur du catalogue et les budgets, effectivement, pour investir sur les marketplaces, sur les plateformes. D'accord. Pour rebondir, mais c'est pour compléter, pour ceux qui n'auraient pas participé à notre atelier d'hier après-midi, c'était vraiment ça, la thématique, c'était comment booster ses ventes sur son site internet. Alors, à part la largeur de la gamme, on parlait de SEO, SIA et d'investissement en marketing digital notamment, donc n'hésitez pas aussi à... C'est les mêmes logiques en fait, comme le disait Sylvia, n'hésitez pas à vous reporter au replay du webinaire d'hier. Et Sylvia, du coup, les opportunités directes et indirectes pour vous? Alors, oui, là, on revient sur la multicanalité. Effectivement, moi, je pense que démarrer sur une marketplace B2B sans avoir un site web optimisé en parallèle, notamment optimisé pour les mêmes géographies, j'entends bien, c'est pas du tout optimisé. Et je pense que c'était, je sais plus si c'était Cédric ou Adrien qui ont parlé du fait de renoncer, de refuser des commandes. Parce que c'est pas en ligne ou parce que c'est tout près de l'entrepôt, de l'entreprise, et ben, il faut savoir qu'en fait, la rentabilité pour une entreprise, c'est de réussir à fidéliser les clients B2B. Et aujourd'hui, en fait, sur Internet, tout le monde s'est trouvé l'info qu'il lui faut. Si on est sur une marketplace et on trouve des produits qu'on aime bien, mais on connaît la marque, eh ben, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va googler la marque. On va chercher la marque sur Google. Et si dans les résultats de Google, on ne va pas tomber sur un site clair, compréhensible et cohérent avec l'offre de la marketplace, eh ben, la réaction d'achat, la décision d'achat, elle va être impactée négativement. Donc, selon moi, aujourd'hui, on ne peut pas démarrer ou optimiser une stratégie marketplace sans avoir un site web B2B optimisé, qui sache un petit peu captiver les clients B2B qui vont démarrer sur une marketplace, mais qui, pourquoi pas, en fait, après 1 an ou 2, s'ils sont contents de ce qu'ils ont acheté chez vous, eh ben, ils n'auront aucun frein pour venir acheter directement chez vous. Et là, en termes de rentabilité, vous connaissez bien la différence. Donc ça, c'est un petit peu les synergies directes et indirectes. Mais alors, il y a un autre élément qui est très important, qui est un petit peu plus technique, c'est que sur vraiment une stratégie volontariste, qu'on va démarrer plusieurs marketplaces, mettons 4, 5, 10, 12, 15, 20, et à côté, un site e-commerce B2B propre. Donc là, il faut assurer quand même des liaisons
des synchronisations techniques entre chaque plateforme pour assurer que votre stock il soit à jour en temps réel. Et donc, il faut créer des passerelles qui arrivent à synchroniser techniquement vos ventes dans chaque plateforme. Et ça, on peut l'assurer uniquement avec des petits logiciels, des solutions logicielles qui s'appellent des gestionnaires de flux produits et qui vont intégrer toute la data de vos produits dans le cloud ou dans d'autres plateformes et qui vont ensuite importer dans chaque plateforme. En plus, en fait, ça vous permet deux choses. En premier, la première chose, c'est que vous allez avoir vos stocks synchronisés, plus ou moins en temps réel dans chaque plateforme, à l'étranger et dans votre pays, en France. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de pouvoir aussi réimporter la data de vos produits en suivant les templates de chaque plateforme, parce qu'un template sur Amazon, c'est pas le même template sur Faire ou encore Store. Un template, c'est la fiche produit, en fait. La fiche produit qui doit avoir un titre, qui doit avoir une description. Les titres, ils doivent faire 35 caractères. La description, elle doit faire 200 mots, etc. Chaque plateforme a son template. Donc, faire ça manuellement sur son propre site e-commerce B2B et en même temps sur les plateformes marketplace, manuellement, voilà, c'est trop compliqué. Donc, il faut plutôt faire appel à des solutions de gestion de flux. Voilà. Oui, je commence à regarder. Oui, ouais, je vois aussi, moi aussi, le temps tourner. J'en profite pour vous poser une question pour justement un peu vous. On aimerait avoir, Sylvia, votre vision un peu à 5 ans sur justement ces marketplaces. Écoute, moi, je pense que le B2B, en tout cas, offre un potentiel énorme. Énorme. Il faut savoir que dans la vente en ligne, le B2B est 7 fois plus important que le B2C. Alors, c'est le B2B en ligne, tout canaux confondus, ce n'est pas que le marketplace, mais 7 fois plus grand que le B2C. Et ça, c'est les chiffres seulement à retenir. Il faut savoir que, oui, on l'a mentionné tout à l'heure au début, il y a aussi les retailers, les e-retailers qui démarrent leur propre marketplace, B2B ou B2C, mais c'est vraiment une première. Ça a débuté avec Amazon, notamment avec Amazon, mais de plus en plus de retailers, ils ouvrent leur marketplace, mais dans le B2B, il y a encore du décalage par rapport au B2C. Donc, sur les 5 prochaines années, selon moi, le potentiel est énorme en B2B. Super, Et merci juste, je beaucoup. voulais rebondir, parce que je regardais un peu les questions auxquelles on n'avait pas pu répondre dans le chat. Il y avait notamment une question, est-il judicieux de se positionner sur plusieurs marketplaces? Donc, si je reprends un peu ce que vous avez dit, Sylvia, et même ce qu'on s'est dit hier, ça peut être pertinent d'un point de vue référencement, visibilité, etc. Mais il faut cibler, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et surtout, il faut s'assurer d'avoir des outils qui vous permettent de ne pas vous faire avoir, entre guillemets, en termes de gestion de flux, gestion de la donnée. Absolument, Mélodie. C'est la bonne réponse. OK. Très bien. Voilà, c'était pour répondre. Il y avait d'autres questions, peut-être les entreprises peuvent répondre. Les délais entre les commandes de professionnels et la livraison effective. Peut-être. Est-ce qu'il faut être. Je pense que la question derrière, c'était à quel point il faut être réactif en termes d'expédition, quoi. Je ne sais pas s'il y a des contraintes là-dessus. Moi, Oui, par rapport Adrien, à on vous un écoute. par exemple, Oui. quand on est référencé sur le site, nous, on indique nous-mêmes notre délai de réaction. Et donc, par exemple, le minimum, c'est 2 à 3 jours. Donc, en fait, selon les périodes, moi, chez Canwell, on était très réactifs et du coup, ça dépend des périodes. Mais chez Canwell, par exemple, nous, on proposait aux clients d'expédier les commandes sous 2 à 3 jours. Et donc, après, ça dépend de la saisonnalité, mais c'est vrai que peut-être que le client final, il veut les commandes de suite, quoi. Aujourd'hui, maintenant qu'on est habitué à être sur Amazon où on a les commandes en 48 heures, mais après, c'est vraiment un positionnement parce que on peut aussi gérer, créer de la rareté. Si on dit que les commandes sont disponibles sous 15 jours, après, si le client le sait, c'est vraiment un positionnement que le revendeur doit choisir.
Donc, vous pouvez Ouais, fixer, entre positionner. guillemets, vos contraintes Voilà. C'est nous, en en fait, termes on de délai. choisit nos propres contraintes en délai. Et par Ok. contre, si on ne respecte pas nos contraintes, Encore Store nous le fait savoir. Ou Ouais. si on est trop bon, ils nous le font savoir aussi. Et après, ils nous demandent de se positionner. Voilà. Ok. Après, il faut savoir, par exemple, que moi, je sais pas, Encore Store, ils m'ont appelé juste après Noël, savoir si je voulais pas qu'ils gèrent eux-mêmes mon stock. C'est-à-dire que j'envoie mes produits à Paris et eux se Ah oui, proposaient de préparer pour moi les commandes et de livrer directement. d'accord. Après, moi, j'ai refusé parce que je ne pouvais pas avoir de stock. Mm. Mais voilà, c'est Ils quelque chose qu'ils diversifient m'ont là-dessus. proposé. Voilà, D'accord. Merci beaucoup, Adrien. je vous en prie. Stéphanie, je ne sais pas si tu vas voir le... Non, je crois qu'on en a terminé. Claire, Miline, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur les plateformes faire? Notamment peut-être dans les limites pour vous aussi, les limites en tant que boutique. Bah, les limites, comme on disait, c'est le fait aussi qu'ils ne font pas attention à la réglementation. Ouais. Ok. Du coup, ça demande un double travail pour l'acheteur, pour vérifier, et c'est pas facile en n'étant pas en direct avec le vendeur. Donc ça, c'est une limite qui peut mettre en danger en fait l'acheteur. Ouais. Parce que sans le savoir, peut arriver un produit qu'il croyait exportable et en fait qui ne l'est pas. Et l'acheteur peut se retrouver avec, des droits à payer ou une impossibilité de vendre les produits, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est la limite et qui est pas très fair pour le client, en tout cas. Et du coup, ça veut dire aussi que dans la fiche produit, si vous avez des autorisations sur certains marchés, je pense évidemment aux États-Unis, ce qu'on appelle FDA, mettez-le dans la partie description du produit. Comme ça, ça vous aide aussi à vous dire, OK, ça c'est bon, je peux y aller. Très bien. Et si je peux me permettre, parce que je vois dans le chat, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous écrire sur contact@frenchwing.com. Je vais en mettre là. Évidemment, Stéphanie, on se parle régulièrement et on est en contact très régulièrement, donc c'est certain qu'elle nous mettra en relation. Absolument. Avec grand plaisir, on est toujours à la recherche de pépites pour nos clients. Mélodie, on conclut? Oui, est-ce qu'il y a... Alors, je vois pas d'autres questions, d'autres réactions peut-être de vive voix, non? En tout cas, voilà, je pense que... Alors, on va repasser en revue si jamais il y a des dernières questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on répondra ensuite. Si on a fini, juste, on vous a préparé une slide synthèse qu'on ne va pas dérouler là, mais sur... Selon nous, les avantages, les inconvénients de passer par des marketplaces B2B, donc on ne va pas repasser en revue. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a un outil hyper simple d'utilisation qui prend en charge un certain nombre de contraintes, notamment logistiques, qui vous assure une visibilité du trafic, etc. Mais que finalement, alors il faut faire attention à ne pas être dépendant de ces plateformes, puisqu'en fait, voilà, leur fonctionnement peut évoluer du jour au lendemain. Et surtout, il ne faut pas négliger de continuer de développer sa présence, sa visibilité ailleurs, notamment sur son propre site internet. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Stéphanie. Oui, moi je vais compléter en citant Sylvia, qui vraiment nous dit multicanal, ça n'est qu'un canal, donc utilisez-le à fond, faites-le bien, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices quand même, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et après, pour l'alimentaire, très épicerie pour le moment. On vous tiendra un peu informé de ce qui se passe sur les produits frais. Là, je parle pour le marché français en particulier. Voir si les choses bougent dans les mois qui viennent. Et on vous fournira tous les éléments de toute façon et toutes les ressources par mail à l'issue de ce webinaire. Et pour finir, juste très important, donc là, on a passé ces 3 ateliers e-commerce. Merci vraiment de vous être connectés, d'avoir pris ce temps-là. Vous avez été très nombreux, donc ça montre que les problématiques e-commerce sont au cœur de vos réflexions. On va vous envoyer par mail, en même temps que les supports, un rapide questionnaire. L'idée, c'est pas que ce soit long, mais d'avoir votre ressenti un peu pour savoir si ces ateliers ont répondu à vos attentes. Et on vous demande à chaque fois de vous prononcer sur finalement quel autre sujet vous souhaiteriez aborder, quel autre marché, etc. N'hésitez pas vraiment à proposer vos actions, puisque si on a traité ces problématiques de la vente directe en ligne et des marketplaces B2B, c'est aussi parce que vous nous l'avez remonté. On l'avait détecté, vous nous l'avez remonté, ça nous a conforté. Et donc, c'est très important d'avoir vos retours. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci à tous les intervenants. Oui, merci beaucoup aux intervenants. C'était vraiment très, très riche. C'était vraiment super. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.